9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce mercredi, c'est avec Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République, Olivier Adja, le patron du journal Ara Kiri, Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express. On sera rejoint aussi en studio par Kenanou Issifou, le patron du journal L'Estrade. Ensemble, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité. Nous reviendrons notamment sur le dernier communiqué de la Cour constitutionnelle du Togo qui constate que le délai réglementaire pour les élections, l'organisation est dépassé et exhorte le gouvernement togolais à tout mettre en œuvre pour que les élections soient organisées d'ici la fin de cette année 2018. Nous parlerons politique toujours. Que peut-on attendre de la CEDEAO dans la crise togolaise? Une décision imposée sonnera-t-elle le glas à la crise actuelle? On posera clairement la question aux journalistes en studio ce matin. Avant de donner la parole aux confrères en studio, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Juste une idée puisque le matin on en a largement parlé. Alors, dans les kiosques ce matin et chez tous vos marchands de journaux, vous avez le quotidien Togo Matin, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Liberté également dans les kiosques. Il y a le bimensuel Arakiri, le bi-hebdomadaire Le Libéral, vous avez l'hebdomadaire Le Dialogue, le bimensuel Le Mérite Sportif, le bi-hebdomadaire Le Collecteur, vous avez l'hebdomadaire Le Magna Libéré, vous avez l'hebdomadaire Tingo également dans les kiosques, le Messager, la Manchette, et vous avez l'hebdomadaire La Dépêche. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour Isidore Akolor. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Tchakala Alirou. Bonjour Saint-Eric et bonjour à toutes les grandes citoyennes d'État et à tous les grands citoyens d'État. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Issifou Kenanou, le patron du journal L'Estrade. Bonjour ou rebonjour mon cher grand citoyen d'État Olivier Adja. Oui, bonjour cher grand citoyen d'État Saint-Tété Eric Gatan. Et bonjour aussi à toutes les grandes citoyens d'État et à tous les grands citoyens d'État qui sont à l'écoute. Ce matin, lorsqu'on commentait Arakiri, vous évoquez ce sujet qui a quand même provoqué, je ne vous le cache pas, un émoi à la rédaction et dans l'opinion également, puisqu'on a été quand même contacté par certains de... Enfin, on se demandait comment est-ce qu'un journaliste fait un travail d'analyse, non, beaucoup plus d'enquête, et qu'il y ait des journalistes, d'autres journalistes qui se proposent quand même de dégonfler le ballon. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est une pratique qui a cours dans notre pays? Oui, bien sûr, c'est une pratique qui a cours dans la corporation. C'est peut-être l'une des premières fois où un journal a le courage d'écrire pour dénoncer donc, cette attitude, mais je crois que mes confrères autour de cette table ne sont pas étrangers à ces pratiques. Certains même en ont été victimes. Et il y a des gens, et c'est une espèce de journalisme en voie d'apparition, ou c'est une spécialité de certains qui attendent. Je vous dis que nous avons des confrères qui attendent seulement que les journaux paraissent. Ils essaient de voir les unes qui circulent sur les réseaux sociaux, où ils écoutent des radios comme la vôtre pour être au courant ou s'enquérir des dossiers que les uns et les autres ont traités.
et ils appellent les concernés pour leur proposer leurs services. Ce qui, à mon sens, n'est pas encore un problème. Mais c'est aussi l'information tombe dans le domaine public. Oui, bien sûr, l'information dans le domaine public. Et on peut appeler des gens pour essayer d'avoir leur version et faire aussi un article. Ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est le problème, c'est d'abord pour riposter, puisqu'il y a le mot riposte donc, qui est dans la corporation. Donc, riposter contre espèce sonnante et trébuchante, nous, on m'a dit espèce hurlante. Et voilà, donc, pour essayer de dégonfler le ballon. Et contre rétribution, c'est ce que nous dénonçons. Oui, certains ont été un peu peut-être choqués par le titre que nous avons publié, oui. Mais je crois qu'une fois pour de bon, il faut crever l'abcès et aussi mettre chacun devant ses responsabilités, parce qu'il va falloir en tout cas ouvrir ce débat. La confraternité s'arrête où? Quelles sont les limites de certaines pratiques au sein de la corporation? Nous ne donnons aucun nom, et malgré que nous avons des noms et des preuves, mais nous ne donnons aucun nom. Seulement, je crois qu'il va falloir appeler un chat, une chatte, et que ceux qui seront agressés ou choqués, qu'ils le soient, on ne peut que faire cela, je crois bien. Isidore Akolor, qu'est-ce que cela éveille en vous? Bon, il semble qu'il y a des cellules de riposte un peu partout maintenant qui n'attendent que des dossiers, des confrères, des enquêtes, et puis patatras, on sort, on fait. Si on ne refait pas votre une à votre place avec des montages grotesques, on essaie d'aller voir les mises en cause pour leur proposer des services pour vous contrer dans les parutions qui vont suivre derrière. Est-ce que ça ne rabaisse pas en réalité notre métier de journaliste? C'est déplorable et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une pratique vieille, mais que personne n'a eu l'audace de dénoncer. Et on peut traiter mon confrère de n'avoir pas respecté la clause de confraternité et que de pareils sujets doivent se gérer dans nos organisations de presse ou entre confrères. Heureusement, moi je n'ai pas parcouru l'article, il n'a pas cité de nom, mais certainement qu'il y aura des indices pour pouvoir connaître ceux qui font cette pratique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, et on l'appelle cellule de riposte, c'est du chantage. Moi, je crois que si un journal publie une information et que la mise en cause se sent indexée ou dit que l'information n'est pas vraie, il y a le droit de réponse qu'il donne dans l'organe qui a publié l'information et non donner d'autres informations à des journalistes. Moi, si on m'invite pour ces causes-là, je n'accepterai jamais parce que ça crée une zizanie au sein de la corporation. Et je pense qu'il faudrait que la HAC se saisisse de ce dossier où l'OTM puisse voir comment réguler ces organes qui sont dans cette pratique. Et on les connaît, mais on ne va pas citer de nom. Malheureusement, c'est comme ça la corporation et chacun fait son métier. Et comme Ara Kiril a écrit ce matin, justement sur ce dossier Ouari, le confrère Olivier a écrit donc des propositions de conférences de presse publique sur le sujet. Une campagne de communication chiffrée ont été donc faites à M. Kabirou Mbodj, le Sénégalais, et même ces propositions ont été acceptées. Ce dernier n'a pas hésité à accorder à ces deux visiteurs, ces deux journalistes, une interview exclusive en passe d'être publiée. Donc on attend de voir cette interview dans la presse et on se fait notre petite idée là-dessus. Et Tchakala Aliro, quel commentaire vous en faites? Non, c'est une pratique très détestable et nous avons été plus d'une fois victimes. Et certaines fois dans nos colonnes, nous avions eu à dénoncer cela.
Et souvent, de façon caricaturale, de quoi reproche-t-on à tant bon, il y a de ces titres-là, qui en veut à tant. Donc, il y a de ces titres-là, quand vous essayez de les parcourir, c'est des répliques par rapport à un dossier qu'un confrère a eu à traiter en toute responsabilité et en toute hauteur. Et tenez-vous bien, ces gens-là, comme l'a dit le confrère Olivier, vont même jusqu'à proposer d'organiser des conférences de presse pour que le monsieur, le mis en cause, puisse donner sa part de vérité. Mais on va inviter tout le monde, sauf celui qui a écrit l'article, celui qui a déclenché la course à la manne. C'est comme ça. Certaines fois, vous paraissez, et quand vous circulez tout autour des services qui ont été mis en cause, vous verrez certains confrères, votre parution sous leurs aisselles, cherchant on ne sait quoi, peut-être pour aller moyenner l'article. Vous avez vu ce que l'autre l'a fait. Certaines fois, il se limite seulement au titre. Parce que, bon, le titre a été fait de façon à ce que ça accroche. Il ne parcourt pas l'article. Maintenant, ils disent, mais tiens, nous devons riposter. Non, vous ne méritez pas ça. C'est ce qui se fait. Moi, j'ai été victime plus d'une fois de cette situation, de cette situation. Malheureusement, bon, Olivier a eu à le dire, il va falloir qu'une fois de bon, on creve l'abcès plutôt. Il faudrait que nous ne rabaissions pas notre profession jusque dans les caniveaux. Les gens ne paraissent pas. Les gens sont là, rien que pour vivre de ça, pour vivre de la sueur des autres, pour vivre des enquêtes, des dossiers que les autres ont eus. C'est-à-dire des journaux qui sont en réalité des hebdomadaires, mais qui paraissent très 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 rarement. Et quand vous les voyez paraître, c'est parce qu'ils ont des dossiers. Oui, c'est qu'ils ont des dossiers, ou même c'est que ils ont des trucs à proposer, et soit c'est en ligne. Quand vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, vous constaterez qu'il y a de ces répliques-là, parce que tel a eu à pondre tel article, et bam, ils sont allés monnayer ça, et ils se sentent dans l'obligation de pondre le contraire de ça, même s'ils ne maîtrisent pas les contours réels du dossier. Donc c'est triste, il va falloir que quelqu'un sorte. Olivier l'a sorti, bon, on lui envoie des flèches empoisonnées pour dire que non, pourquoi il a sorti le dossier. Mais c'est le ras le bol, c'est l'exaspération qui l'a conduit à le faire. Le dossier, il est tout bon, Quand on a parlé de Wari ici, oui, c'est un dossier qui est quand même, qui ne souffre d'aucun manquement. Mais on va aller proposer quoi? Donc le Togo va être l'éternel perdant quand des gens sont en train de fuir la fiscalité pour venir maintenant rééditer ces tristes exploits chez nous. Là, on n'est pas en droit de dénoncer ces faits-là, et que des compatriotes véreux des confrères véreux vont aller proposer leurs services à ces délinquants qui ne paient pas leurs impôts pour peut-être les blanchir. C'est malheureux. Quand les organisations de presse ne réagissent pas, je crois que certains doivent prendre leurs responsabilités, et c'est cette responsabilité-là que le confrère Olivier a prise avec élégance d'ailleurs. Donc moi je le soutiens, et je crois qu'il faut partir en guerre contre ces pratiques avilissantes-là. Oui, Olivier. Non, mais je reviens sur le dossier Wari en disant que ce dossier, c'est un lanceur d'alerte donc, qui nous a envoyé tous les éléments possibles de preuves donc, depuis le Sénégal. Et nous avons pris 2 semaines au moins pour enquêter. Nous avons rencontré tout ce que nous pouvons rencontrer dans le dossier. Cet homme même essaie de nous en dissuader. Donc, mais je crois que l'intérêt général doit toujours prévaloir sur les intérêts particuliers. Personnellement, moi, je ne roule pas sur l'or. Et c'est un dossier que nous pouvons facilement monnayer, parce qu'en ce moment, personne n'avait même l'information. Donc, on pouvait aussi choisir la voie la plus facile en disant, bon, on contacte M. Kabirou, qui a une, qui est très prodigue selon ses proches. Donc, pour essayer... Il est débonnaire. Voilà. Facilement. Il semble que ça aussi, c'est dans la presse togolaise. Oui, c'est aussi une pratique la personne qui est avilissante. J'ai un dossier contre vous, si vous ne me donnez pas 1 million, 2 millions, 3 millions, je veux publier l'information, et s'engage des négociations. Oui, donc ça arrive. Les gens donc, ont fait de cette pratique-là leur spécialité aussi. Mais lorsque ça met en mal l'intérêt général, parce qu'on parle de plusieurs centaines de millions, et
pour l'État togolais, les caisses de l'État togolais. Et pour ce que nous dénonçons, c'est qu'il y a des cadres de l'OTR qui ont voulu ou qui ont proposé donc des services à Wari et qui ont même été donc payés pour ça. Seulement, s'il faut se taire et laisser passer, vous avez vu le dossier a déclenché un appel d'offres de l'OTR, pardon, un appel à candidature plutôt de l'OTR pour voilà les postes de commissaire, je crois, au renseignement ou bien de responsable du directeur donc, des renseignements et voilà donc et de la lutte contre la corruption. Et c'est bien. Le dossier aussi a permis la résolution du problème d'informatique puisque voilà, la société qui a gagné le marché, les Marocains, sont maintenant dans nos murs et ont pris en main donc leur travail et on les a maintenant libérés. Donc ce travail-là, c'est bien et ça va dans l'intérêt de nous tous. Et on se rappelle d'un dossier, le dossier Antazer, donc où voilà un confrère a publié ce dossier. C'est derrière, on proposait des choses aux concernés et parfois ça met en mal celui qui a fait le dossier parce que lorsque ces confrères-là vont vers ce responsable, ils vont diaboliser l'auteur du dossier, ils vont le présenter comme celui qui est en faute et qu'ils veulent situer l'opinion. Donc derrière, on propose à cette personnalité, voilà, et des campagnes pour pouvoir situer l'opinion. Mais je crois que il faut faire un effort pour réglementer cela, même si on peut travailler avec des gens et leur faire des campagnes, mais ce n'est pas en détruisant l'autre, en diminuant l'autre. C'est pas ça que nous allons faire avant de pouvoir réussir. Très bien. Isidore, il se trouve que vous êtes membre d'une organisation de presse, PPT. Est-ce que en réalité cette pratique-là et même cette dénonciation comme cela dans la presse ne sont pas eux deux en train de salir cette image de la presse togolaise? Une image, je dirais pas déjà écornée, mais qui est un petit peu abîmée quand même. Hein, enfin. Bon, je ne dirais pas que c'est écorné parce que certains beaucoup font leur travail dans le respect des tests en vigueur et dans le respect des règles. S'il y a dans tout corps, il y a des brebis galeuses. Hein. Donc ça ne manque jamais. D'accord. Donc je ne pense pas que nous, au niveau du PPT, ni au niveau du CONAP ou autres organisations de patrons de presse, nous n'avons pas habilité à régler ce genre de problème. C'est plutôt le tribunal des pairs, l'OTM ou la HAC qui devait interpeller les gens sur ce genre de comportement. Parce que on sait, le droit de réponse, c'est dans l'organe qui a publié, qui fait le droit de réponse ou le rectificatif de l'information. Et de ces pratiques, ça avilit le métier. Mais aujourd'hui, c'est curieux quand même, il n'est pas rare de voir qu'un organe a publié un article et que un autre réponse se fait dans un autre journal. Ce qui est contraire à la pratique. Et même, moi, je vous ai suivi la fois dernière, vous avez eu la présence d'esprit quand M. Adoyi, le commissaire Adoyi était venu des impôts, où il a posé 2 ou 3 questions. Il a été évasif sur le dossier. La question que moi j'aurais souhaité lui poser, est-ce qu'il n'y a pas un délai de prescription quand un État saisit un autre pour assistance à un recouvrement? Cette question est pertinente. Très bien. Ah oui, il faut qu'il arrive à répondre ça. Et ce n'est pas plus de 3 ans qu'on n'arrive pas à faire le recouvrement, qu'on cherche à se justifier. Vous avez une idée sur le délai? Ça ne délai pas 3 mois. Même pas 3 mois? Pas 3 mois. Allez fouiller bien dans les tests. Alors que ça dure depuis 3 ans. 3 ans. Donc là où moi je me pose beaucoup de questions sur ce dossier. J'ai encore 1 minute avant la pause. Tchakala. Oui, je crois que ma préoccupation a été prise en compte parce que l'autre curiosité, c'est cet état de fait qui, ma foi, nous décrédibilise
et quelqu'un sort un article et le droit de réponse se trouve dans d'autres parutions, sauf celui-là qui a annoncé la chose. Et aussi la dernière fois, quand vous avez reçu le secrétaire et le commissaire des impôts ici, il m'a semblé un peu tout triste de constater que on a mis un temps fou avant de mettre la main sur un opérateur quand même qui a eu à faire des formalités pour être sur le territoire togolais. À moins que le Togo n'ait des îlots quelque part où des gens peuvent s'abriter sans qu'on ne le sache. Parce qu'il a dit que non, ils ont mis du temps avant de pouvoir trouver les traces de cet opérateur économique. Et là, c'est extrêmement grave. Le Togo, ça ne fait que 56 600 km². Si quelqu'un peut venir installer un système tel Wari qui brasse beaucoup d'argent, qui fait ce genre de choses, et que pour lui mettre la main dessus, il va falloir qu'on fouille ici les terres pour le faire. Ça veut dire qu'il y a des manquements quelque part et que ça ne fait pas sérieux. Kenanou Issifo qui nous a rejoint. Bonjour Ken. Bonjour à toutes et à tous. Et toujours heureux d'être avec vous. Je le vois joyeux. Il est à quelques heures. Mais puisque après moi, je vais ajouter les 6 jours, je vais te décevoir, Isidore. Ah bon, parce que tu n'as pas commencé si tôt. Non. Mais écoutez, merci quand même d'être là. Nous allons maintenant aborder les questions essentielles. On va d'abord toucher le sujet social, puisque la presse ne cesse d'en parler depuis quelques jours, lié donc au malheureux drame qui s'est produit à Tokpoli, pas loin de votre village, un petit peu. Bon, Olivier, le drame, la mort de ce jeune, lui, à Noumou, relance quand même le débat sur la traque de ces vendeurs de boudin. Il semble que sur toute la ligne, il y a des complicités. Et cette lutte même, Opération Entonnoir 2, est-ce qu'il ne faut pas la repenser aujourd'hui, que le débat revient sur les tapis? Non, absolument, Eric, il faut repenser cette opération. Je crois qu'il dure déjà plus de 8 ans ou 10 ans, parce que c'est au temps du général Titikpina donc, que cette opération avait été lancée. Et jusqu'ici, je crois que le bilan n'est pas reluisant, parce que les fonds qui sont injectés donc, dans cette opération parfois dépassent le résultat qui a été réalisé sur le terrain. Il faut aussi savoir que c'est difficile de lutter contre ce trafic, puisque les vrais trafiquants sont même dans l'équipe de lutte contre le trafic, c'est-à-dire oui, non, mais j'ai dit les vrais trafiquants sont à des postes élevés, même dans l'administration. Donc, et parfois ce sont eux-mêmes qui signent encore les ordres de sortie pour l'opération et qui informent en même temps leur équipe sur le terrain que là, il vous y a. Accusez, hein? Oui, j'accuse et je crois que j'ai des preuves, j'ai des éléments pour soutenir ce que je dis. Et au sein aussi des forces de l'ordre, il y a des complicités. Je connais ou j'ai des preuves pour vous dire que parmi ces éléments qui font l'opération Entonnoir, il y a des gens qui ont des frères qui vendent du boudin, il y a des gens qui ont des copains, des copines qui vendent du boudin, il y a des gens qui ont même des épouses qui vendent du boudin. Donc, vous comprenez que, je ne sais pas, c'est le serpent qui veut se montrer la queue, c'est difficile. Mais aussi, le bilan macabre que cette opération produit n'est pas de nature à continuer dans la même lancée. Parce qu'il y a trop de jeunes Togolais qui meurent dans le cadre de cette opération. Ce n'est pas l'objectif, mais ça arrive malheureusement. Donc il faut repenser l'opération. Je me rappelle encore de l'incident de Bassar, qui vient soutenir, attester ce que je dis. Parce que l'autorité elle-même a communiqué là-dessus. Oui, mais celui qui, bien sûr, l'autorité a communiqué. Celui qui doit combattre l'opération, c'est lui qui envoie les gens, qui est le chef du gang. Donc c'est un peu difficile, mais il faut repenser. Et je crois que l'idée même fait son chemin au niveau du gouvernement. Et ça peut-être peut arranger les choses. Est-ce qu'il ne faut pas déclarer l'échec carrément de ce projet et penser aller à autre chose? Non, mais le constat est là, c'est clair. Même si on ne le dit pas, Olivier Adja le disait tout à l'heure, l'idée fait son chemin au niveau du gouvernement. Je crois que le problème, il a dit, nous sommes en face d'une situation où en réalité, on a de bonnes idées, mais quand on arrive, il y a toujours ces esprits-là qui ont leurs objectifs inavoués, leurs aspirations qui sont autres que
le dessin qui a été donc prédit à la chose. Je vous arrête pas, mais comment c'est possible que jusque parmi ceux qui sont chargés de réprimer, qu'il y ait de complicité? Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Comment c'est possible? L'idée, mais c'est possible parce que c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. On a des esprits. Vous savez, dans la cour du roi, vous trouvez quoi? Vous trouvez le voleur, le sorcier, le menteur. Vous trouvez celui-là qui aime pécher en eau trouble. Mais le roi, le griot est là. Le roi a besoin de tout ça pour pouvoir gouverner la cité. Maintenant, c'est qu'il revient au roi de savoir quelles sont les limites fixées effectivement aux élans de ces gens-là, qui sont plutôt de l'autre pense d'ailleurs que de la morale. C'est ça, ce à quoi nous n'assistons pas, et que quelque part, le chemin est tracé pour certains par rapport à leur niveau de responsabilité, à leurs privilèges, à leurs ailes même, pour peut-être la survie du pouvoir, qui fait que c'est des gens qui malheureusement ont été promus par rapport effectivement à ce que je décris là comme caractéristique, qui fait qu'ils se prennent tout le plaisir, toutes les latitudes d'aller à ce qu'ils veulent. C'est clair. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui qui soit nouveau dans ce dossier et qu'on n'a pas dit? Quelle est l'idée qui a motivé la création, la mise, c'est-à-dire que sur place de cette opération? On a dit que c'est parce qu'à un moment donné, il y a un manque à gagner pour l'État qui met des millions pour aller acheter les produits pétroliers, qui vient les mettre au service des populations. Mais encore, fut-il nécessaire, impérieux, de réfléchir et de se demander en réalité, est-ce qu'on a des structures qui permettent de bien approvisionner les populations et que de couvrir tout le territoire? On n'a pas pensé peut-être, c'est-à-dire qu'à des solutions de ce genre-là, on a passé plutôt, c'est-à-dire que empêcher le mal de prospérer. Mais on met, malheureusement, les soldats qui devaient plutôt, c'est-à-dire que arrêter le mal, qui vont plutôt trouver un petit couloir pour peut-être créer leur business. Donc vous voyez, c'est une mafia dans la mafia. Et finalement, il a dit un serpent qui veut mordre sa queue. Mais ce que je dis, peut-être le plus souvent, ceux qui sont victimes, c'est quoi? Je crois que c'est des gens qui, à un moment donné, sont soit étrangers. C'est-à-dire que à cette mafia-là, ou à un moment donné, qui se sont dit, mais quand même, moi, je ne vais pas travailler pour l'autre. Qui commence à gesticuler et qui veut prendre un peu sa liberté. Alors, la personne devient une menace. Chakala Aliro. Oui, s'il faut établir un petit bilan de cette opération entonnoir qui fait déjà 8 ans, le bilan n'est pas du tout reluisant. C'est un échec sur toute la ligne. Parce que une situation qui est censée circonscrire un mal et lancer une autre dynamique porteuse d'espoir et qui se transforme maintenant en mort d'homme, non seulement on retrouve les morts parmi ceux-là qui vendent, mais parmi ceux des innocents. Et même les forces de l'ordre. La dernière fois, l'accident mortel qui a vu le véhicule des choses être complètement calciné parce qu'il pourchassait des trafiquants. Vous voyez un peu, donc ça ne se retrouve que dans les rangs des trafiquants et des gens. Oui. Donc vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, malheureusement, Togo ne s'est pas arrêté. Essayer d'établir un bilan, voir s'il faut continuer ou il faut peut-être repeaufiner le mécanisme de lutte contre ces trafiquants. On ne le fait pas. Au Togo, c'est ça, l'indécence. Tous les projets, même les plus porteurs, quand on les lance comme ça, c'est comme un taureau blessé qui se lance tête basse contre quelque chose. On ne se donne même pas cette peine de s'arrêter à un moment, de faire un bilan. Qu'est-ce que ça a pu donner? Qu'est-ce que ça n'a pas pu donner? Qu'est-ce qu'il faut refaire? Qu'est-ce qu'il faut régler encore maintenant pour donner un peu plus de mordant à ce qu'on a lancé? On ne le fait pas. Tout le temps, on ne fera que nous dire que non, on va se confondre en excuses, on présente des condoléances, comme s'il ne suffisait que de ça pour apaiser le cœur de ceux-là qui sont dans cette souffrance. Donc, c'est un échec patent. C'est sous Titikina que ça a commencé. Je crois que à un moment, il faut arrêter. Et quand vous prenez un peu le territoire, on sait qui détiennent ces stations d'essence là où on voudrait que toute la population aille. Mais quand vous allez un peu dans certaines localités de l'intérieur, il faut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres avant de voir la première station d'essence. Ça veut dire que ces gens-là ne doivent pas rouler, ne doivent pas faire leurs petits besoins. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est comme c'est des gens qui sont confinés à vivre comme les tout premiers hommes, à ne pas connaître la civilisation. Vous voyez un peu. Et puis le drame aussi, ce qui est un peu curieux, c'est au niveau
d'années que ça connaît une certaine ampleur. Allez-y un peu à l'intérieur. Quand vous prenez certaines préfectures, genre Assoli, qui est frontalier au Bénin, on fait ce commerce-là. Quand vous prenez Tara, on a le sentiment que c'est légal. C'est légal. Puisqu'il n'y a pas de chasse. Il n'y a pas de traque. C'est ici toutes les fois qu'il y a mort d'homme, qu'il y a ci et ça. Mais mais pourquoi est-ce qu'à l'intérieur du pays, on ne traque pas? Allez-y à Kwenjai, allez-y à Tara, à tout le long du Mono. à Tchamba et même au Moyen Mono. Tout ça là. Donc c'est un commerce qui est entre griffes légales, parce qu'il ne se trouve pas embêté, les gens le font en toute quiétude, on voit les bidons de 25 litres tout le temps faire, ils n'empruntent même pas des voies, des raccourcis, ils prennent des voies légales. Parce qu'il n'y a pas de station d'essence aussi en même temps. Non mais, voilà. Si le mal est qu'il faut le combattre, il faut le combattre de la même manière. De la même manière. Et tenez-vous bien, ce carburant dit... Ça veut dire qu'il y a des citoyens qu'on combat par rapport à ce commerce. Ça donne l'air. Ça donne l'air. Et puis ce carburant qu'on arrête là, souvent quand on dit que non, telle cargaison de drogue a été, on voit souvent des trucs qui sont brûlés. Oui. Et on dit, ah tiens, voilà. Mais ce carburant là, on ne nous a jamais montré le fossé où on déverse le contenu. C'est ça qui sert quand même à... Non, mais est-ce que c'est pas ça finalement qui alimente les épouses, et les copines? Vous avez un policier qui va, vous avez un policier qui descend de l'opération Entonnoir et qui va acheter en même temps du boudet au bord de la route. C'est-à-dire, quand il tombe... Oui, c'est paradoxal, mais c'est vrai. C'est-à-dire, il tombe en panne sèche en route, alors qu'il vient de l'opération, mais la première personne vers qui il va pas acheter de l'essence, c'est le vendeur de bouteilles. Isidore Akola, maintenant, sur ce sujet. Sur ce sujet, moi, j'ai eu toujours à le dire que c'est un échec. Et il me souvient que j'avais eu à enquêter sur le sujet, il y a de cela 2 ou 3 ans, et quand il y avait une descente à Néro. Oui, je me rappelle. Oui, et quand on nous fait croire que c'est pour combattre les rentrées de fonds ou autres, là, c'est faux, c'est faux. Puisque, quelque part, il faut le dire, les gens se sucrent derrière ce trafic de carburant. Et allez-y savoir ceux qui se cachent derrière ce commerce. Mais c'est qui donc qui se cache derrière ce commerce? Non, ils se connaissent. Ils se connaissent. On n'indique rien du tout. Ils se connaissent. Bref, si on veut combattre le mal, il faut le combattre à la racine. Donc, empêcher même les circuits d'approvisionnement de ces carburants. On ne peut pas laisser les gens à visage découvert faire le commerce au niveau de nos frontières à Hila-Kondi, au vu aussi de tout le monde. Si vous allez une rivière qui traverse le Bénin au Togo, au niveau de la frontière, qui passe vers Zébé, moi j'ai eu, au cours de mon enquête, à rester là-bas 1 heure de temps. J'ai comptabilisé au moins une centaine de pirogues. De pirogues. Oui. Une centaine de pirogues. Transportant au modèle bidon et rempli de carburant, et ça coste là-bas, et ils comptent le nombre de bidons de 25 litres. Et chaque bidon de 25 litres, c'est 500 francs. Qui sont remis aux agents de la douane qui sont au niveau de cette rivière. Là-bas, c'est les douaniers. Et plus loin, quand vous allez au niveau même de la rivière qui passe vers Anéro, Adjito, je voulais parler de Sanvikondi, Païmé. Et c'est toute une cargaison. Et là, il y a au moins 3 corps. Il y a les policiers, il y a les gendarmes, il y a les militaires, il y a les gens de l'ANR aussi qui sont là-bas. L'enseignement. Ah oui. Je voulais parler de la frontière Sanvikondi au niveau de la plage. Ah. Vous allez là-bas, mais si vous quittez aujourd'hui, vous allez là-bas, vous allez voir. Ils sont sous une apatame là-bas, et les gens viennent
combien de bidons vous transportez, vous donnez l'argent et vous passez tranquillement. Donc, quelque part, il y a un autre circuit. Je ne sais combien, si vous faites un petit calcul, vous allez voir que où vont cet argent-là. Alors, ça suppose que quand on se cantonne en ville, en traquant les petits vendeurs, même en ville, on n'aura rien fait. Si on laisse ces produits on va rentrer. Et même en ville, observez, ce n'est pas tout le monde qu'on traque. Le matin, il y a certains agents qui passent collecter 500 francs, 600 francs chez les petits vendeurs au bord de la route. Et ceux qu'on traque, c'est ceux qui résistent à donner les 500 francs. Voilà la situation. Alors non, c'est tellement compliqué. Quelles sont les forces en présence? Première question. Vous avez d'une part les détenteurs de grosses stations d'essence, les stations-service, qui reçoivent directement de l'État, qui sont en réalité des distributeurs agréés, je vais le dire ainsi, de carburant. Vous avez de l'autre côté ceux qui peut-être n'ont pas eu la chance de rentrer dans ce système-là, de bénéficier du carburant, qui vont soutenir donc le carburant illicite. Eux aussi, c'est leur fonds de commerce. Vous avez maintenant un circuit de distribution, d'accord, où il y a des pôles qui arrivent aux petits vendeurs. Et c'est ce que je disais à l'instant. Vous avez un système. Soit vous êtes dedans ou vous êtes dehors. Et il a décrit. Sur tout le processus, vous avez des étapes. Mais quelqu'un qui veut sortir du lot, allez, pif, c'est ce que je disais. Maintenant, ce que je voulais dire en réalité, beaucoup l'ont déjà dit. Je fais un parallèle avec la lutte contre l'excision, par exemple, dans nos pays. Vous demandez à quelqu'un qui vit de quelque chose d'arrêter de le faire, qu'est-ce que vous lui proposez? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous lui proposez? L'alternative. Mais bien sûr, donc, il faut penser effectivement aux alternatives. Mais je disais quelque chose tout à l'heure. Excusez-moi, mais il y avait un projet, rappelez-vous, piloté par la DOSI, il me semble. Oui, mais tout le monde là, ces derniers temps, si vous écoutez... Ça a fait long feu. Mais vous... on n'a presque rien vu. Oui. Visiblement, derrière, c'est les promoteurs de ces stations d'essence qui ont combattu cela. Ils l'ont étouffé dans l'œuf. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Les forces en présence, vous les voyez. Quand on est en face de gros intérêts, c'est toujours comme ça. Maintenant, quel est le rôle que l'État doit jouer? L'État doit prendre ses responsabilités et jouer le rôle de vrai arbitre. Parce qu'il faut caresser certaines têtes dans le sens du poil, d'accord, et aller progressivement. Si on avait commencé il y a 8 ans, quand l'opération Entonnoir était donc installée, je crois qu'aujourd'hui, on serait allé, comme le disait Alirou tout à l'heure, à des solutions beaucoup plus, c'est-à-dire avantageuses pour toutes les parties, pour toutes les forces en présence. Mais quand on le fait parce qu'il y a un pouvoir écrasant quelque part, qui veut effectivement protéger ses intérêts, alors que les gens à qui on demande d'aller protéger ces intérêts-là disent, mais vous êtes là, vous vous sucrez, vous nous envoyez, mais nous aussi on doit se sucrer. Et ce sont ces forces de sécurité, ces forces de l'ordre-là que nous sommes en train de décrire, qui eux-mêmes d'ailleurs vont collecter les gens chez les gens et qui les informent même quand l'opération est lancée. Donc c'est dommage quoi, de procéder comme ça. Non, mais il faut réfléchir maintenant à autre chose. Oui, mais il faut d'abord relever que en réalité, nous n'encourageons pas le commerce donc, de boudin illicite. Oui, parce que c'est dangereux, c'est une marchandise qui est très inflammable et très instable et qui est dangereuse. Donc, il faut faire son commerce dans des conditions de sécurité donc, et de protection élevées. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Surtout que nous avons connu des drames. Moi, j'ai vu des jeunes calcinés, donc le cadavre de plusieurs jeunes calcinés, ça choque, donc c'est traumatisant. Et c'est parce que voilà, ils faisaient ce commerce dans des conditions d'insécurité où ils n'étaient pas donc protégés. Et donc il ne faut pas encourager le commerce de boudin dans les conditions en tout cas, dans les conditions présentes. Oui. Maintenant, au-delà de ça, on l'a déjà relevé autour de cette table, c'est que derrière, quand vous voulez combattre donc, un phénomène, il faut mettre tous les moyens. Donc, il faut rassembler tous les moyens. Mais au même moment, dans le pays, quand vous allez dans dans des villages ou dans des contrées, où il n'y a pas de station d'essence. Et lorsque même la voiture du préfet tombe en panne, on pousse jusqu'au premier point de vente de boudin. Vous comprenez que c'est impossible. Il faut trouver
un mécanisme de remplacement. Lorsque vous voulez enlever quelque chose à quelqu'un, il faut lui donner l'opportunité, donc, ou du moins le remplacer, cette chose par une autre. Mais lorsqu'il y a un vide, les gens vont vouloir combler le vide. Et c'est normal, c'est la nature, fonctionne comme ça. Donc, on ne peut pas dire combattant Boudin à Tokli où il n'y a pas de station d'essence. À ma connaissance, c'est impossible. Puisque les gens ont besoin du carburant pour se déplacer, pour aller et revenir. C'est ça aussi qui donne, qui donne du souffle à l'économie. Donc, il faut pouvoir trouver un palliatif à la lutte contre le boudin. Il faut aussi organiser le secteur parce que ces jeunes qui s'adonnent à ça, ce n'est pas de cœur et de gaieté de cœur. Ils doivent manger, ils doivent faire vivre leur famille et ils n'ont rien comme débouché. Ce qui s'offre à eux, premièrement, quand vous sortez du ventre aujourd'hui, ce qui s'offre à vous, c'est le boudin ou bien le commerçant. Mais vous n'avez pas d'autre alternative que ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut quand même de la responsabilité de l'État. Oui. Dans ce coup, il est censé protéger les citoyens. Oui, et de trouver des alternatives aussi pour ce commerce-là. Et c'est beaucoup plus et c'est ce que je vais terminer sur ça. C'est ce qu'il faut saluer. Confrère aussi. La DOSI et Madame Ingrid Awade. Quand il était là-bas. Oui, quand elle était là-bas, avait vraiment un projet original, novateur. C'est de permettre à ces jeunes de faire ce commerce, mais dans des conditions de sécurité avancées. Seulement, comme on le dit toujours, les intérêts, en collision, bon, ça n'a pas marché malheureusement. Tchakala. Oui, je crois que nous avançons, nous évoluons dans le temps, mais on constate une cruelle régression. On n'avance pas d'un iota, c'est le surplace. Quand on était tout petit, même en plein Lomé, il y avait des bacs qui ont été installés où de façon manuelle on installait un truc là, même le pétrole, l'essence, ça se vendait un peu dans les régions les plus reculées, même à la capitale, moi. Dans les années 70 et au-delà, on maniait ça comme ça. Il y a encore 10 ans à Gouassié, il y a encore 10 ans à Gouassié, c'est ce que vous aviez. Mais on n'a rien proposé de neuf, mais au même moment, on a laissé ce mécanisme-là qui, quand même, arrivait à préserver la vie de ceux-là qui le font parce qu'on n'entreposait pas ce carburant-là dans des maisons, dans des bidons et dans des maisons. Il y avait des bacs qui ont été installés. Des bacs avec soupape. Oui, bien sûr. Vous voyez un peu. Donc, il y avait ça. Et quand vous allez même dans certaines localités reculées, que vous tombez en panne sèche, vous êtes sûr d'être approvisionné par ce biais-là. Mais on a mis tout ça là aux oubliettes, on n'a rien proposé de neuf, et au même moment, on refuse à ceux-là qui se débrouillent de pouvoir faire le commerce tel qu'on le voit être pratiqué maintenant. Ce n'est pas un truc à encourager, mais à partir du moment où ils n'ont pas ces jeunes-là qui sortent des écoles, ce n'est pas les va-nu-pieds qui font ça, des gens d'un certain niveau qui s'adonnent à ce commerce parce que l'État ne leur a rien proposé comme alternative pour leur survie. Donc, ils sont obligés de le faire. Mais en le faisant, ils sont en proie à ces tirs-là de sommation, mais qui malheureusement les fauchent. Oui, comment c'est possible là aussi? Non, au Togo, on connaît, on tire en l'air, mais ça descend et puis ça vient, ça vous ouvre les entrailles. C'est comme ça. Un tir de sommation, c'est censé être... le tir va en l'air et quand la balle redescend, ça ne peut pas faucher. Un projectile qui... Mais je ne sais pas si on téléguide le truc quand il y a sommation pour que ça revienne et que ça performe. Merci beaucoup, Tchakala. On a 2 minutes, on va se le partager. Juste un petit mot. Dire que en fait, c'est-à-dire que les gens n'ont rien à faire, ils le font. Je me porte un peu à Fogonsa. C'est une réalité. C'est un autre débat. Nous l'aurons à le mener. Oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Vous savez, nous sommes en train, c'est-à-dire que de nager, je ne sais pas dans quelle eau j'allais dire. Le carburant dont nous parlons, il vient d'où? Du Nigeria. Mais bien sûr. Mais on oublie cet aspect important. Qui sont ceux qui sont les tenants de ce commerce au Nigeria? Vous imaginez? Mais ce que je t'avais dit... C'est des officiers. De Boudin, hein? Mais c'est des officiers. C'est des officiers. Mais c'est un réseau bien organisé. Et ce réseau-là même a investi le milieu et qui va justement, c'est-à-dire que en concurrence à ceux-là qui ont eu l'agrément et qui voudraient faire leur loi. Oui, c'est un peu ça. Mais ils ont des zodiacs. Allez sur la route, mais ils ont des zodiacs. Mais c'est ce que je voudrais dire. Maintenant, qu'est-ce que l'État doit faire? En réalité, si ce bourreau-là permet d'alimenter
les zones mal desservies par rapport à carburant. C'est ce que je dis. Il y a un intérêt, c'est-à-dire que pour l'État d'organiser ce secteur-là et de faire en sorte qu'effectivement, comme les gens l'ont dit ces derniers temps sur les antennes, on a entendu, pour que ces gens-là puissent être payés des redevances à l'État. L'État y gagne quelque chose, mais fait en sorte que ceux qui sont, c'est-à-dire que agréés pour le carburant, puissent aussi, c'est-à-dire que rentrer dans leur fonds. Mais voilà, il faut jouer l'arbitre et faire l'équilibre. C'est ce qui manque en réalité. Isidore. Oui, on traque des gens, mais c'est difficilement qu'on traque les convoyeurs même de ce carburant. Et qui créent la désolation. Les convoyeurs comment? C'est-à-dire, il y a des les véhicules Golf. Vous voyez comment ils roulent sur la route? Ils roulent à tombeau ouvert. Et ramassent. Des fois, ils sont pourchassés quand même par les policiers. Mais ils sont pourchassés, c'est parce qu'ils n'ont pas donné les redevances ou bien ce qu'il fallait. S'ils glissent quelque chose, c'est des gens qui circulent. Moi, j'en vois sur le continent, des gens qui circulent librement. Et c'est des véhicules sans plaque d'immatriculation. C'est pas normal. Et ceux-là, on les laisse. Parce que c'est des gens qui sont de connivence avec les gros bonnets, qui sont dans le business. Nous allons maintenant parler politique, comme dit, et ce communiqué de la Cour constitutionnelle hier, la haute cour du Togo a rappelé au gouvernement togolais quand même qu'il devait organiser les élections législatives depuis et que le processus n'a pas encore été enclenché et qu'il a encore jusqu'à la fin de ce mois pour se conformer à la loi. Alors si nous rappelons le discours du chef de l'État qui dit qu'il tiendra les délais légaux, on s'est tous vite rendu compte qu'il ne peut pas rattraper les délais légaux. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a réagi dans ce dossier. Quel est votre commentaire là-dessus? Est-il en train de brouiller les Togolais, la Cour constitutionnelle? Non, la Cour constitutionnelle est en train de verser beaucoup d'essence dans le feu. Oui, il est dans son rôle, mais seulement il apparaît là où on l'attend le moins. Il y a des dossiers sur lesquels il y a des tests que certains essaient de sodomiser tout le temps, mais la Cour constitutionnelle, la garante des tests, ne s'est jamais levée pour rappeler à l'ordre ces gens-là. Mais je suis un peu peiné que ce soit sur cette question électorale, c'est ce soi-disant délai légaux qui est en train de titiller certaines susceptibilités au niveau de cette Cour constitutionnelle. Sinon, il y a des dossiers, il y a des thèses que les gens se plaisent bien à pourfendre tout le temps, à ne jamais respecter. Mais cette même Cour constitutionnelle qui aujourd'hui sort de sa coquille pour maintenant rappeler à l'ordre que non, on a des élections à faire. Non, mais moi, j'aurais souhaité quand même que cette Cour constitutionnelle joue quand même à l'apaisement. Parce que et on ne peut pas... Attendez, que la Cour appelle à ce qu'on organise les élections d'ici la fin de cette année, c'est appeler à l'affrontement? Oui, la tension elle est très vive. Si le Togo est un pays normal, moi je vais le fredonner tout le temps. Si le Togo est un pays normal, est-ce que les gens feraient tout ce tapage-là autour de notre pays? Est-ce que les gens se donneraient cette peine-là, ceux-là même qui ont été élus par leurs concitoyens pour régler les problèmes de ces différents pays? Bon, hier, le président Condé était à Accra pour rencontrer son homologue ghanéen sur quelle question? Sur la question togolaise. Ça veut dire que le Togo n'est pas un pays normal. Le Togo vit des situations difficiles. Le Togo est en crise. Même le Conseil des ministres a reconnu que le Togo est en crise. Maintenant, si on n'était pas en crise là, la Cour constitutionnelle serait dans son bon rôle de rappeler à l'ordre tous ceux-là qui viendraient à traîner les pas par rapport à l'organisation. Maintenant, on est en train de s'activer autour du pays, autour du Togo, pour que les justes solutions soient trouvées, pour qu'on sorte une fois de bon de cette crise-là. Oui, mais en même temps, quand on sort du cadre constitutionnel, souffrait quand même que la Cour puisse quand même intervenir. Non. Écoutez, messieurs, par exemple, la Cour précise que dans son communiqué que le mandat des députés actuels ayant débuté le 20 août 2013, date d'ouverture de la session du droit, prend fin le 19 août 2018. En conséquence, les élections doivent avoir lieu plus tard, le 20 juillet. Oui, monsieur Rick, qu'est-ce qu'ils nous ont appris de ça? Mais ceux-là qui font les lois, il prévoit aussi des cas où on ne respecterait pas les délais. Vous pensez qu'on est en train d'inventer quelque chose? C'est la première fois où le Togo va organiser une élection hors délai légal? Non. Non. Il y a des mécanismes quand même qui permettent des accommodements pour que les gens puissent quand même gérer des situations qui viendraient à s'opposer à eux. Donc, ils ne nous ont rien appris. On sait que
quand il y a crise, il faut attendre quand même que la situation redevienne normale. Vous allez peut-être demander à certains pays pourquoi en Libye, depuis que le guide libyen n'est plus, on n'a pas pu organiser les élections. Parce qu'il y a une crise qui se vit là-bas et que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on aille. Au Togo, si on vit une situation aussi qui ne prédispose pas tous les acteurs à aller à ces élections. Donc, je crois que ils ont fait ce qu'ils avaient à faire parce que tout le temps, le chef de l'État dit qu'il faut respecter le délai légal. Il y a même certains partis qui sont sortis aussi pour le dire. Donc, est-ce que la Cour constitutionnelle va être du reste? Bon, elle est sortie, elle a fait ce qu'elle estime bien, mais je crois que... non, ils ont tiré à côté. Je ne sais pas si Olivier partage l'avis de Tchakala sur le sujet. Non, je crois que a priori, on peut se poser des questions. Pourquoi la Cour constitutionnelle donc a fait cette sortie et est-ce que c'était opportun, etc., etc. Et ce sont des interrogations qui sont légitimes. Mais quand on analyse aussi à froid cette sortie, elle semble être de bon sens, puisque on parle de 2013. En 2012, la Cour constitutionnelle avait fait une sortie qui est quasiment la même pour rappeler aux acteurs que on est en train de traîner les pas et qu'il va falloir aller vite. Cela n'a pas empêché que le pays soit en retard. C'est-à-dire, on a organisé ces élections hors délai. On a fait fi des recommandations de la Cour. Non, je n'ai pas. On a fait fi. C'est-à-dire que les élections de 2013 devraient être organisées en 2012. Bien sûr, la Cour est intervenue, mais ça n'a rien changé. Oui, ça n'a rien changé. L'élection s'est déroulée en 2013. C'est pour vous dire. La Cour intervient de nouveau. On fera de nouveau fi de ce qu'il va dire. Non, je ne crois pas qu'on a fait fi, en fait. Mais techniquement, est-ce qu'on peut organiser les élections dans le délai? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on peut faire les élections avant 2018? Oui, non, mais c'est ça que je pose. J'ai dit techniquement, est-ce que non. C'est possible? Personnellement, moi, je répondrai pardon. Mais la Cour a aussi un rôle à jouer. La Cour a une place. Et quand on parle de la séparation des pouvoirs, chacun devrait jouer son rôle. Chacun doit être dans son rôle. La Cour est dans son rôle. La Cour doit rappeler aux acteurs les principes qui gouvernent donc l'organisation des élections dans notre pays. Si elle ne le faisait pas, c'est là plutôt que moi je serais étonné que la Cour garde le silence. Lorsque on est en train d'aller hors délai. Maintenant, c'est au niveau des acteurs, au niveau du gouvernement, de la CENI, de répondre à la Cour. En même temps, la Cour a gardé beaucoup de silence sur beaucoup de dossiers. Oui, mais je ne refuse pas. Mais lorsqu'elle aussi, elle part, ce n'est pas encore un problème. C'est-à-dire, si elle garde le silence, ce n'est pas un problème. Lorsqu'elle part, ce n'est pas aussi un problème. Je vais terminer en disant. Je vais terminer seulement en disant que le fait... On voit les confrères en train de sourire. Oui, mais... Donc, je vais dire que... Mais c'est aussi normal que cette Cour-là puisse réagir de la sorte. Mais... elle aurait pu, et c'est là que je serais sur ma soif, elle aurait pu rappeler les dispositions qui disent que même hors délai, l'Assemblée ou le Parlement actuel va continuer par fonctionner. C'est-à-dire, donc, même nos textes ont prévu aussi le cas où l'Assemblée ou nos institutions allaient hors donc, des délais légaux constitutionnels. Isidore, j'en parle ensuite à Kenam Sifo. Oui, non, la Cour est dans son rôle. Ça, personne ne peut le lui refuser. Mais seulement, c'est une sortie tardive. Oui, la Cour pouvait faire cette sortie depuis longtemps et on saura que, bon, elle tire sur la sonnette pour que les acteurs, le gouvernement puisse... prendre ses responsabilités. Et tu l'as bien annoncé, le président de la République claironnait sur tous les toits qui veut l'entendre qu'il va tenir. Donc, qu'il va tenir les élections dans les délais. J'étais de ceux qui ricanaient à l'époque qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait pas tenir dans le délai. Et c'est dommage qu'un président de la République puisse faire des sorties ratées.
Et... Non, pourquoi c'est une sortie ratée? Mais c'est une sortie ratée. Tout le monde dit la vérité ou quoi? Non, tout le monde sait aujourd'hui qu'on ne peut plus tenir dans les délais. Pourquoi faire cette sortie? L'impossible n'est pas togolais aussi. Comment? On ne peut pas tenir dans les délais, techniquement. Mais toi-même, tu viens de le dire. Oui, j'ai dit l'impossible n'est pas togolais aussi. Non, quand même, nous ne sommes pas un cas atypique. Et c'est une sortie tardive. Et Abdoulaye Souma aurait pu faire ça 6 mois plus tôt. Et j'applaudirais. Mais il est dans son rôle. Mais n'oublions pas que la Cour constitutionnelle même fait partie des réformes. Ah oui. Ah oui. Elle est du contentieux. Du contentieux. Et quand une Cour, moi je vais toujours le répéter, une Cour qui confirme des résultats d'une élection et vous faites la somme, vous n'arrivez pas à 100%, ça me crée des problèmes. Donc pour moi, c'est une Cour qui n'a plus sa raison d'être. Très bien. Quel ami s'il faut? Alors moi, je n'ai aucun problème à ce que la Cour sorte, mais la sortie n'est pas totale, comme l'a laissé entendre tout à l'heure Olivier Adia. Il fallait juste que la Cour complète en faisant peut-être une ouverture. C'est des indications qu'on donne. On est dans une situation, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas impasse. C'est ce qu'en fait, moi, comment j'interprète la sortie de la Cour. Encore qu'il faille dire, s'il ne peut pas avoir d'impasse, voilà ce que les mécanismes disent et il faut commencer à y réfléchir déjà. En même temps, j'ajoute aussi un élément qui est important, c'est quoi? C'est que si effectivement on est dans une situation où il y a crise, comme le disait Ali Rouchakala, et que nous ne savons pas où nous allons, il y a quand même, c'est-à-dire que le formalisme qui est là qu'il faut respecter. Maintenant, quand le formalisme vient, c'est pour dire, si déjà nous avons des soucis, il faut faire en sorte que devant, le souci ne puisse pas, c'est-à-dire que perdurer et ouvrir effectivement d'autres, disons risques. C'est ce que moi je comprends par rapport à la sortie. Donc ce que nous disons aujourd'hui, le chef de l'État, quand il est sorti, ça aussi je trouve que c'est une sortie normale, mais comme Isidore le dit, ce sont les événements qui nous amènent aujourd'hui à dire, est-ce qu'on n'avait pas soupçonné l'impossibilité ou la difficulté de la tenue des élections avant de sortir? Maintenant, il faille s'arrêter. Quand la Cour sort, qu'est-ce que la Cour propose en réalité? Pour qu'effectivement... Non, est-ce que c'est la Cour de proposer? Oui, non, mais ce que je dis, c'est pour ça que je dis la sortie n'est pas totale. Si la Cour ne peut pas proposer avant qu'elle ne sorte, il faut attendre qu'après la sortie de la Cour, il y ait les autres mécanismes qui vont prendre le relais, effectivement, puissent sortir dans les meilleurs délais pour que cette sortie de la Cour puisse être opportune. Sinon, si dans les prochains jours, il n'y a aucune réaction, on ne nous dit pas, au cas où les élections ne pourront pas être tenues dans les délais, qu'est-ce qui va être fait? Je crois qu'effectivement, la sortie de la Cour, elle aura été donc non-sens. Très bien. Vous voulez compléter? Écoutez, ça nous amène à parler, n'est-ce pas, de la CEDEAO par rapport à la crise togolaise. Vous savez que il n'y a pas longtemps, la commission de la CEDEAO était dans nos murs et a discuté avec les différents acteurs de la crise, notamment le gouvernement, le parti au pouvoir et aussi, on va dire, la coalition de 14 partis pour de l'opposition. On attend la conférence de chefs d'État d'ici la fin de ce mois. Quelles peuvent être les recommandations de cette CEDEAO? Est-ce qu'elle ira à imposer des choses aux populations? Est-ce que si les gens refusent de respecter la feuille de route de la CEDEAO, qu'est-ce qui pourra être, je dirais, des éléments de contrainte pour eux aujourd'hui, pour que la crise puisse s'arrêter dans notre pays? Non, mais il faut dire que la CEDEAO a plusieurs mécanismes pour pouvoir obliger un État donc, à se soumettre à ces recommandations. Même si l'intervention militaire, je ne crois pas du tout donc, à ces cas de figure. Mais dernièrement, la CEDEAO donc, a infligé des sanctions donc, aux acteurs politiques et bissau-guinéens. Et il y a beaucoup d'autres, en tout cas, résolutions qui peuvent être prises contre les acteurs togolais. Mais je crois que les recommandations qui seront faites déjà par la CEDEAO au Togo sont déjà contenues dans les discussions donc, qui ont lieu ici. Et même s'il n'y a pas eu d'avancée, au moins on peut considérer qu'au niveau du parti au pouvoir ou du gouvernement, il y a eu une certaine avancée parce que dans la loi ou le projet de loi qui a été déposé,
au moins on peut dire que déjà c'est une avancée parce que ceux qui sont au pouvoir sont d'accord donc pour la limitation de mandat 2 et pour le mode de scrutin et peut-être aussi pour la limitation du mandat des députés ou de tous les mandats électifs, ce qui serait une grande avancée démocratique pour la sous-région parce que le Togo qui était à la traîne va plutôt donner la leçon et va inciter les gens à faire comme lui. Et aussi pour la jeunesse, c'est un bon signal parce que ça va encourager les jeunes à se lancer à la conquête donc de la chose politique et moi je crois que c'est une bonne avancée. Maintenant les indiscrétions et voilà les fuites font état de ce que la CEDEAO donc va essayer de demander à ce qu'on refasse ou du moins voilà donc que le Togo ait un nouveau gouvernement avec pour patron une transition. Voilà une transition avec pour pas une transition sans le président de la République. Bien sûr, il sera là. Bon, mais c'est quoi, moi je n'appelle pas ça une transition. Donc dès que le président de la République est là, ce n'est plus une transition. Et donc le Premier ministre va provenir de la coalition des 14 et qui va se charger d'aider à l'organisation des élections. Alors, ce que le confrère Liberté nous apprend ce matin comme indiscrétion, le premier schéma, le confrère, il se décline en une transition politique. Faure Gnassingbé reste au pouvoir pour terminer son 3e mandat en tant que chef de l'État, mais la condition fondamentale est qu'il ne doit pas être candidat à un 4e mandat en 2020. Parlant de transition, un Premier ministre de consensus devra être nommé, de même qu'un gouvernement idoine, pour construire cette transition de 2 ans jusqu'à la prochaine élection, écrit notre confrère Liberté. Alors, le deuxième schéma, parce qu'il y a d'autres éléments avancés par le journal, qui dit notamment que les prérogatives de ce gouvernement de transition doivent être donc renforcées de telle sorte qu'il ait plein pouvoir pour conduire le gouvernement. La mission de cette équipe dite de transition sera de conduire les réformes constitutionnelles et institutionnelles et électorales attendues, devant déboucher sur des réformes ou des élections propres. Deuxième schéma, il est formulé comme alternative au premier, en cas de son rejet par l'intéressé même, c'est-à-dire le président Faure Gnassingbé, notamment la clause de non-candidature à un 4e mandat en 2020. Tout comme le précédent, ce schéma contient aussi la transition politique durant les 2 prochaines années, de même qu'un déploiement militaire de la CEDEAO pour assurer la sécurité au cours de cette période transitoire, mais aussi lors des élections. La particularité ici, dans ce second schéma, c'est que si Faure Gnassingbé refuse de partir en 2020 et tient à briguer un 4e mandat, alors ça ne sera pas à son régime d'organiser les élections. Cette tâche sera confiée à la communauté internationale dans son ensemble qui se chargera de tout le processus. C'est tout comme en 1994 lors des élections législatives, et cette formule avait permis à l'opposition, à l'époque, le cas, rappelez-vous, et l'UTD, de remporter la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Voilà les 2 schémas sortis de l'indiscrétion que nous donne le confrère Liberté ce matin. Je ne sais pas quel commentaire vous avez à faire là-dessus, Isidore. Non, c'est une mise sous tutelle, on le disait depuis. Du Togo. Dans tous les cas, on nous mettra sous tutelle. Ah oui. Mais c'est un problème, ça, non? Ah, mais ce n'est pas un problème, parce que vous vous comportez en adulte irresponsable ou incapable de mener vos activités. Donc, c'est tout comme c'est une image que j'avais donnée, un fonctionnaire qui, quand il a, à la fin du mois, il prend ce qu'on appelle son salaire, il est dilapide, finalement, on remet le salaire à sa femme de gérer. C'est comme ça. Donc, nous nous comportons comme des adultes incapables. Et là, on va nous mettre sous tutelle. Et tout le Togo sera géré par la communauté internationale, du moins la CEDEAO. Est-ce que la feuille de route que proposera la CEDEAO, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, ce qu'on est en train de nous dire depuis une semaine déjà, quand vous lisez la presse, il y a plusieurs schémas que la presse révèle. Est-ce que cette position, cette feuille de route, ou toute feuille de route de la CEDEAO permettra de sortir véritablement de la crise si les populations n'adhèrent pas
à ces propositions? Non, est-ce que ça permettra de sortir de la... Je ne le crois pas. Mais ça permettra une solution. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution de sortie de crise. Mais ça ne va pas régler fondamentalement la crise. Pas la solution. La solution. Ça peut être une des solutions. Parce que n'oublions pas que ce pays a été régenté plus de 50 ans par un régime qui s'y accroche. Donc, il y aura toujours des velléités. Et la fois dernière, en suivant les acteurs politiques, disent que même après 2020, ce serait toujours une transition. Parce que tout est à refaire dans ce pays. La crise ne va pas s'arrêter aux élections près. Donc, il faut que tout le monde puisse s'en convaincre que nous avons beaucoup de chemin à faire. Et vous avez suivi Macron, il parlait d'une transition démocratique. Ça veut dire qu'il y a des déficits démocratiques dans notre pays et ce n'est pas dans 2 ans que nous allons régler ce déficit, combler ce déficit démocratique. Et voilà, et c'est ce que je disais, que là ça me fait mal de voir que mon pays sera encore mis sous tutelle et qu'on vienne nous prescrire la voie à suivre pour pouvoir sortir de la crise. Et alors que nous regorgeons de beaucoup de talent, de beaucoup d'ingéniosité, et nous allons devenir comme de petits bambins à qui on dit de faire ci, de faire ça. Merci. Est-ce que la prescription de la CEDEAO, pour ne pas dire la feuille de route, qui sont en train de concocter ces chefs d'État de la sous-région, permettra en réalité de nous sortir d'affaires chez nous, au Togo? Ça fait plusieurs années que la crise perdure. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que c'est surfer sur, disons, la partie visible de l'iceberg et puis dire qu'on a réglé le problème togolais. Ça fait 27 ans et même plus que 27 ans. Depuis 58, la crise togolaise n'a jamais été réglée. On a essayé de constituer un État pour faire en sorte que les gens puissent vivre, fonctionner. Mais les relations même, c'est-à-dire que interpersonnelles, je parle de la base même, c'est-à-dire que les relations... Le vivre ensemble n'a jamais été consolidé. C'est vrai que le parti au pouvoir qui avait le parti unique s'était donné une certaine vision dans ce sens-là. Mais encore que les clivages qui étaient là n'ont jamais pu être réellement réglés. D'où l'opportunité de ta question tout à l'heure, savoir si en réalité on impose une solution c'est-à-dire qu'au Togo et que les populations n'adhèrent pas, le problème sera-t-il réglé? Je dis non, le problème ne sera pas réglé. Et deuxième chose, on n'en est pas encore là où le pays sera tout tutelle. Moi, rassurons-nous, je ne suis pas sûr qu'on va arriver aux extrêmes dans tous les cas. Parce que quand vous venez éteindre du feu, vous n'allez pas amener du feu pour éteindre du feu. Et ceux qui sont en train de venir, je l'ai dit, nous connaissons très bien et doivent connaître profondément le problème togolais. Parce qu'on a le sentiment que toute feuille de route, dans un camp comme dans l'autre, sera interprétée comme une victoire sur un autre camp. Et ça a déjà commencé, même déjà l'annonce du dialogue, quand, c'est-à-dire que certains se sont prononcés pour, on a dit, ah voilà, c'est parce qu'ils ont, c'est-à-dire que le feu aux fesses, ils ont accepté. Et j'ai souvent dit que c'est ça qui alourdit un peu le débat. Nous, c'est-à-dire que décomplexons pas, nous ne sommes pas soft, on cherche toujours des chimères, on cherche toujours, c'est-à-dire que des éléments, comme si quelque part, nous ne voulons pas véritablement sortir de la crise. C'est pour ça que je dis, et c'est ça la réalité, parce que la crise nourrit certaines aspirations inavouées. C'est ça le problème. Maintenant, si la tout le monde en profite finalement. Mais bien sûr. Non. Et si, c'est pour ça que je parle ici ça dessert tout le monde. Ça dessert plutôt tout le monde. Oui, mais c'est-à-dire, mais on en profite parce que non, le mauvais profit, c'est là où je parlais la dernière fois sur ce plateau d'un échec collectif. Maintenant, si on amène une solution qui ne répond pas totalement, et il n'y a jamais de solution toute faite, nous l'avons dit ici, à l'aspiration du peuple, ça voudrait dire que la crise sera là. Maintenant, c'est de tracer une voie. Pour aller vers, effectivement, des solutions dans l'avenir qui permettent au Togo d'en finir, pas une bonne fois pour toutes, jusqu'à une certaine étape, avec ce recul politique, on va dire, désastreux que nous avons connu jusque-là. 26 ans qu'on a amorcé cette marche démocratique. Voilà, et finalement, même les petites victoires d'étape où nous avons fait des prouesses dans notre pays, même si c'est dans le mauvais sens, au moins ça voudrait dire que nous avons une certaine capacité à produire des choses. Maintenant, il faut que ce soit dans le bon sens, c'est tout.
Et c'est là où il y a la question, effectivement, de la morale qui va accompagner tout ça et de l'éthique. Si ce n'est pas de mise et que la CEDEAO vient nous proposer une solution, je ne sais pas, on la qualifierait de ce qu'on veut, le problème ne sera pas réglé et ça aura été un échec aussi de la part de la CEDEAO. Donc c'est de connaître à fond le problème togolais et de savoir ce qu'il faut proposer. Alors, pour régler le problème togolais, certains de nos concitoyens dans la diaspora pensent que la France doit quand même intervenir. Soit nous lâcher de basket, soit dire à Faure Gnassingbé, ça suffit, partez. Et à chaque fois, dans ce déplacement international, il a interpellé le président français. Alors la question, ça a été posée depuis le début de la semaine. Est-ce à la CEDEAO de régler le problème togolais? Est-ce à la France de le régler? Ou aux Togolais de régler ce problème finalement? Tchakala Alero. Bon, avant de revenir, je crois que... Non, je vais passer un mot par rapport à la CEDEAO d'abord, avant de venir au cas Macron et puis le... Non, en fait, nous sommes dans un espace qui est régi par des tests. Bien sûr. Donc il y a des tests qui quand même ont été édictés pour que tous les États qui se sentent concernés par l'instance sous-régionale puissent aller dans ce sens. Et ceux-là une convention. Oui, ceux-là qui sont en train de gérer notre crise se sont imprégnés des vraies réalités. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait la pomme? Qu'est-ce qui constitue la pomme de discorde entre les acteurs politiques? Pourquoi depuis que l'accord politique global a été signé, on n'a pas pu réussir à créer cette dynamique-là qui serait porteuse de tous les espoirs en matière de démocratie et d'alternance? Ça veut dire que quelque part, ça ne marche pas. Et ils doivent trouver la solution à cet aspect de la chose. Donc, on doit s'attendre à quelque chose quand même qui va révolutionner la donne telle que nous la vivions avant. Les gens, ces médiateurs sont issus de certaines localités qui ont aussi leur réalité. Ce que leur peuple n'accepterait pas, ingurgité sans discernement, ils ne vont pas venir nous l'imposer ici. Si en Guinée, Conakry, les gens ne veulent pas qu'on fasse 3 ou 4 mandats, je vois mal comment les médiateurs viennent imposer des trucs que leur peuple n'accepterait pas à un autre peuple ici. C'est que ça soit vomi. Au Ghana, c'est 2 fois 4 ans. Si au Ghana aussi on n'accepte pas que quelqu'un fasse 4 fois 3, ils ne vont pas venir au nom d'un apaisement nous l'imposer. Donc ça veut dire que ça ne va pas marcher. Que les Togolais se rassurent. Les mécanismes sont déjà trouvés, on connaît le problème et on nous imposera les justes solutions. Maintenant, on est déjà habitué aussi à... Est-ce qu'il ne faut pas craindre la victoire d'un camp sur un autre? Non. Il faudrait que nous soyons sincères, que nous soyons sérieux parce que et que nous soyons sportifs. Mais dans un passé récent, on a vu... dit, on ne sortirait pas de l'auberge. Non, mais depuis que cette histoire a commencé, au niveau des acteurs politiques, chacun essaie de tirer le drap vers soi. Et quand on voit même sur les réseaux sociaux, ça a pris une certaine ampleur. Mais c'est cette hypocrisie politique qui tue. Tous les faits et gestes de certains leaders mondiaux sont interprétés suivant qu'on soit de tel bord ou de tel autre. Oui. Là, c'est clair. C'est intéressant quand même. C'est très intéressant. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va nous l'imposer et on est obligé de marcher là-dedans. Si on est allé imposer des trucs à la Guinée... Qui règle le problème togolais? La CEDEAO, la France ou les Togolais maintenant? Allons-y. Non, c'est les Togolais d'abord, par une sincérité dont ils feront preuve par rapport à ce qu'on va leur dicter. Et quand on est incapable, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on est incapable, on est obligé de subir le diktat de cette communauté. Maintenant, s'agissant de ces interpellations intempestives des compatriotes quand ils voient Macron, ça, moi je ne vois pas ça, je ne vois aucun mal autour. Ça veut dire que le ras-le-bol a tellement pris tout le corps que certaines fois on pense que le salut viendra d'un ailleurs. Ça veut dire qu'il y a un malaise ici. Toutes les fois qu'il sort, que ce soit au Canada, que ce soit à Washington, que ce soit même en Allemagne, on l'interpelle pour un cas togolais alors qu'il est à l'aise là-bas pour des questions autres que celui du Togo. Ça veut dire qu'il y a un malaise et que vraiment c'est à prendre au sérieux. Les gens jouent quand même à fond leur carte pour que la sérénité revienne au Togo. Olivier, qui règle le problème togolais à la fin? Non, mais c'est les Togolais. Quand vous lisez notre analyse que nous avons faite dans le journal Arakiri, nous disons que les Togolais n'ont pas évolué dans cette mentalité que nous avions eue depuis les années 90, qui consiste à attendre un Messie, qui viendra, un Messie avec eux bien sûr,
qui viendra de l'extérieur pour sauver ou trouver une solution donc, à notre problème. Et il y a eu le Ghana avec l'attaque de la primature. Et on avait annoncé l'intervention du Ghana par ici, de la France par là. Et malheureusement, ça n'est pas arrivé, ou du moins, ça n'est pas arrivé. Après, on a mis notre confiance en l'Allemagne, donc, parce que voilà, c'était l'ancienne puissance coloniale donc, qui avait des reliquats d'amour envers le peuple togolais et qui pouvait intervenir en faveur de ce peuple-là. Après, on a mis notre confiance en la France, donc sous François Mitterrand. Si c'était un socialiste, on se disait voilà qu'il allait être sensible donc, à la lutte. Après, on a mis notre confiance en d'autres pays. Récemment, c'est le Nigeria. Tout le monde ne jure que par Buhari. Mais dans tout, quand on fait un rappel de l'histoire, on se rend compte que dans tous ces cas, la raison d'État et la diplomatie a toujours emporté. Donc, et je crois, ça n'arrivera jamais. Donc, et le président Nana Akufo-Addo, on l'a rappelé, nous a dit à l'ouverture des travaux du dialogue qui n'est pas arrivé avec une solution magique et que le règlement de la crise togolaise ne viendra que par les Togolais. Maintenant, comment ça va se passer? Puisqu'on n'arrive pas à s'entendre, c'est que la communauté internationale peut nous aider à accorder nos violons en prenant, donc, en faisant un alliage de toutes les propositions pour que ça donne une matière qui peut peut-être construire notre voiture. Très bien. Donc voilà. On verra bien. Isidore, on a 2 minutes. Oui, sur la question, si c'est la France, la CEDEAO, les Togolais. Oui. Non, la solution ne viendra que des Togolais s'ils sont sérieux. Mais là, on a dit que, face à leur incapacité, quelqu'un m'a dit ici responsabilité. Oui. Le règlement a quitté le Togo. A quitté le Togo et on va nous imposer des choses. Ça veut dire que la solution ne viendra plus du Togo. Non, ça peut venir. Et c'est un palliatif qu'on va nous proposer, quitte à nous de penser nos plaies et de pouvoir guérir du mal dont nous souffrons. Mais je pense aussi que la France a son mot à dire dans cette crise qui dure de plus de 52 ans. N'oublions pas qu'il y a l'hypothèque du 13 janvier 1963. Ah oui, et c'est ça qui gangrène l'histoire du Togo jusqu'à présent. Si on n'arrive pas à crever l'abcès, et je vais aller droit au but, à déclassifier l'affaire de l'assassinat de Sylvanus Olympio, on ne sortira pas de l'ornière. Qu'est-ce que cela a à voir aujourd'hui avec la crise que nous traversons? Une crise sociale, politique liée à l'organisation des élections. Si chaque fois les regards des Togolais se tournent vers la France, alors que nous ne sommes pas une colonie française, nous étions une colonie allemande sous tutelle française. N'oublions pas l'histoire, interrogeons l'histoire. Donc, pour tout le monde, qui a tué Sylvanus Olympio, qui a maintenu ce pouvoir séquantenaire en place jusqu'à présent, c'est en cela que la France a son mot à dire et déclassifier l'assassinat le dossier de Sylvanus Olympio, et là on peut sortir de l'ornière. Bien, Kenan Sifo, très rapidement. Non, c'est vrai que la solution à la crise, comme nous le disons, les Togolais doivent déjà, c'est-à-dire qu'au niveau de la disposition d'esprit, permettre effectivement à ce que ce soit réglé. Mais comme l'on laissait entendre les uns les autres, je crois que notre problème peut être réglé par la France, et j'ai déjà eu à le dire ici. Il a rappelé, quand vous parcourez notre histoire, vous savez, c'est-à-dire que où nous nous situons aujourd'hui. Mais c'est parce que nous ne favorisons pas en réalité ce relâchement au niveau de la France. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne sert à rien de creuser, c'est-à-dire et de triturer dans la plaie qui est là. Faisons abstraction de l'histoire et proposons une nouvelle donne qui permette effectivement d'aller vers un modèle, d'accord, sociétal à proposer aux Togolais, mais ce modèle dans lequel effectivement la France est partie prenante, tout comme l'Allemagne, comme il le dit, parce que c'est ça notre histoire en réalité. Et si on en arrive à ça, je crois que c'est un début pour préparer les générations, c'est-à-dire que des 25-30 prochaines années à venir. C'est que nous sommes tellement pressés. Nous voulons que ça arrive par nous
pour nous et à notre avantage au moment. Nous ne travaillons pas pour la postérité. Il faut commencer par réfléchir dans ce sens-là. Très bien, messieurs. Merci beaucoup à Kenano Issifou, le patron du journal L'Estrade. Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express. Olivier Adja, le patron du journal Arakiri et de l'agence de presse Afripresse. Chakala Alirou, le patron de l'hebdomadaire Courrier de la République. Messieurs, merci beaucoup d'être venus pour le débat. Merci à Jack Prosper, mon compagnon fidèle. Appelez-moi Saint-Henri Gaton. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Taxi FM. Plus de musique, plus de hits.